BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos deux invités ce soir, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégoire. Et Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous. Un mot quand même, parce que cette semaine, elle marque les esprits quand on regarde Wall Street, Véronique. Le Dow Jones était positif hier en clôture depuis le 1er janvier. On parle donc de year to date. C'est souvent des performances qui sont très regardées. Et puis le S&P ce soir sera sans doute, peut-être en tout cas positif lui aussi depuis le 1er janvier. Alors en dollars, il y a un petit effet de change. C'est vrai qu'en euros, on est encore légèrement négatif, mais néanmoins, on a une vraie surperformance de Wall Street par rapport aux actions européennes et aux actions de la zone euro depuis le début de l'année. C'est pas du tout le plan qui était prévu. Indéniablement, et c'était pas le plan qui était prévu, effectivement. La plupart des investisseurs européens d'ailleurs, disaient non, il faut acheter l'Europe, vendre les États-Unis, enfin. C'est la fin de Wall Street, on entendait ça en début d'année. Voilà, moi j'avais plutôt le sentiment que Wall Street serait affaiblie, donc que l'Europe souffrirait plus. Mais enfin, l'un dans l'autre, on a tous faux. Et encore une fois, c'est le marché américain qui résiste mieux, de manière assez spectaculaire, notamment au regard de l'économie américaine, qui quand même donne des signes de plus en plus nombreux, me semble-t-il, de faiblesse ou en tout cas de problématique. Donc oui, le moral des investisseurs est là. Janet Yellen a rajouté un petit peu de soutien à cette ambiance et on a du mal du coup à imaginer que ça se retourne tout de suite, même si je pense qu'à ce stade du cycle, effectivement, ça va redevenir compliqué incessamment sous peu. Maintenant, voilà. On a gagné un petit peu plus de temps, quelques semaines, quelques mois peut-être. Comment vous regardez ça ? Vous investissez en Europe, donc votre univers, il est forcément européen, Sébastien. Mais il y a un fonds action États-Unis, Amérique chez Mansartis. Julie Jourdan qu'on reçoit régulièrement. Comment vous expliquez que Wall Street soit si fortement rebondi ? Parce qu'ils ont moins baissé et ils rebondissent plus là encore. Déjà, en général, quand tout le monde vous dit la même chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai. En général, c'est pas ce qui va se passer. Oui. Donc ça, c'est un grand classique sur la bourse. Nous, chez Mansartis, sur l'exposition, si on prend par exemple le fonds un peu flagship Mansartis Investissement, on a une prédominance sur les actions européennes, mais clairement, on a aussi un gros biais aussi assez important sur les États-Unis. Et depuis le début de l'année, même si en effet, peut-être qu'il y a quelques signes, mais encore une fois, je pense qu'il faut pas forcément toujours confondre économie et bourse, puisque dans les indices, notamment aux États-Unis, il y a quand même un poids des valeurs des technos qui sont pas forcément totalement liées à l'économie. Et puis il faut aussi regarder un peu les prévisions des analystes. Je crois que sur les cycliques, où tout le monde s'attendait à quelque chose justement de négatif sur ce biais justement ralentissement économique, les analystes ont été peut-être un peu trop loin et finalement ça n'a pas été terrible, mais ça a été un peu mieux que prévu. Alors après, il y a peut-être d'autres sujets sur la valorisation et où on pense aujourd'hui qu'il y a peut-être encore plus de potentiel quand même sur l'Europe que sur les États-Unis. Je pense que l'écart de perte vient aussi sur la période de baisse, qu'en effet les États-Unis ont tendance à mieux résister. Ça a été aussi pour ça, notamment, qu'on a décidé de garder un poids assez important sur les États-Unis. En revanche, je pense qu'on va continuer à avoir des bonnes surprises en Europe et en tout cas, on observe un retournement sectoriel. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je suis assez content. Bien sûr, on va parler de votre biais value, effectivement, Sébastien. Mais comment ça, on va continuer d'avoir des bonnes surprises ? Je sais pas. On a un euro qui remonte, un pétrole qui remonte. Ça fait déjà quand même deux planètes importantes là qui sont moins alignées qu'il y a un an là. Alors on aime bien regarder les pourcentages, mais si je prends l'exemple du pétrole, en effet on fait on va dire 27 ou 30, à 30, 35, 40, ça dépend des jours. Alors ça peut paraître en pourcentage beaucoup pour les yeux des investisseurs, sauf qu'il faut aussi regarder d'où on vient. Et moi en fait je préfère finalement regarder le range entre 30 et 40. Vous savez que je fais pas de prévision sur cette chose-là parce que c'est beaucoup trop compliqué pour mon cerveau. Mais entre 30 et 40, moi je suis en train de me dire que finalement c'est en train de se stabiliser. Dès qu'on recommence à baisser vers les 30 ou en deçà, de nouveau on parle d'un accord. Donc c'est peut-être un peu bidon, mais en tout cas ça montre vraiment un envie de soutien. Et ça c'est plutôt rassurant. Et après mettez-vous à la place d'un Total ou d'un Shell. Est-ce que ça change grand-chose, une variation du pétrole entre 30 et 40 sur des projets à 10 ans, j'en suis pas sûr. Non, mais pour donc, des entreprises, pour des consommateurs. Il faut avoir le côté fondamental. Les choses sont en train peut-être de se normaliser et je pense que c'est pour ça peut-être aussi que le marché est remonté. Dans la baisse du marché en début d'année, je dis pas que les marchés étaient trop...
Je dis pas que ça devait pas baisser parce qu'en effet, on avait plutôt tendance, on avait d'ailleurs réduit l'exposition à actions chez Mansartis à penser que les actions étaient plutôt bien valorisées en général sur leur moyenne. Parce qu'en effet, quand l'argent n'est pas cher, en général, les investisseurs se mettent à beaucoup trop acheter. Là, c'était en l'occurrence des valeurs de qualité. Mais je pense qu'on va en effet avoir des bonnes surprises sur des sociétés européennes, puisqu'il faut aussi regarder les attentes du consensus. Les attentes, notamment sur les valeurs cycliques, sont très faibles, mais depuis 3-4 ans. Donc ces petites variations, c'est juste une normalisation. Et je pense qu'un PDG d'entreprise préfère avoir des choses qui se normalisent que des gros écarts. Si pour remonter très fort sur le pétrole ou sur l'euro, et puis de rebaisser assez vite, c'est difficile à gérer. Bon, et un pétrole qui a été soutenu par la faiblesse du dollar, notamment. Ça a été vraiment la clé de cette semaine. Alors faiblesse du dollar qui s'est accélérée avec le discours de Janet Yellen, le communiqué de la Fed, donc qui s'est calé sur les attentes du marché. Ils sont complètement dépassés aujourd'hui du côté de la Réserve fédérale américaine, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, et ce sont des gens intelligents, on peut le répéter, mais ils sont dépassés par la situation là, Véronique. En tout cas, ils donnent le sentiment effectivement d'être constamment pris à revers par les développements économiques. Alors dépassés, on n'ose pas l'imaginer, mais effectivement, je dirais qu'on se pose beaucoup de questions. On parle du dernier comité, des dernières prévisions publiées par la Fed, une baisse drastique des prévisions d'inflation pour cette année, alors qu'on sait qu'une seule stabilisation des cours du pétrole, du cours du Brent à $42, c'est le niveau d'aujourd'hui, une stabilisation sans hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année devrait faire mécaniquement remonter l'inflation américaine de 8/10. On a des signes d'inflation qui sont pas en tant que tels dans l'absolu problématiques. Une inflation sous-jacente à 2,5%, c'est pas. Mais c'est plus problématique quand on a une politique monétaire qui nous dit non, c'est pas un problème. D'ailleurs, on a très peu de risques de remonter nos taux d'intérêt. C'était quand même le message de Janet Yellen. Et là, effectivement, on arrive à se poser la question. Mais qu'est-ce que c'est que la fonction de réaction de la Réserve fédérale dorénavant? Est-ce qu'effectivement, dans un monde de taux d'intérêt négatifs dans les pays développés, la Fed perd sa latitude au point de commettre effectivement, alors peut-être pas encore des erreurs, mais de se mettre dans une position qui risque de la mettre en porte-à-faux très vite? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario, alors qui est peut-être pas avoué complètement, mais où la Fed se mettrait dans une situation de laisser l'inflation overshooter, comme on dit, c'est-à-dire aller au-delà de l'objectif cible de 2% pour rebalancer un petit peu toutes ces années où on a raté cette inflation à 2% là? Alors on peut l'imaginer, sachant que c'est difficile. C'est toujours très difficile à gérer parce que ce qu'on mesure pas, ou plus difficilement, c'est comment évoluent les anticipations et en particulier la partie longue de la courbe des taux d'intérêt. Et c'est là le grand danger. Donc on voit bien que, il me semble-t-il, la stratégie c'est de repentifier un peu la courbe des taux. Autrement dit, de faire remonter un petit peu, de faire baisser les taux à 2 ans et remonter ceux à 10 ans. Parce que cette courbe des taux nous disait les marchés ne croient pas à ce que nous raconte la Fed et elle va commettre une erreur, etc., etc. Et c'est très mauvais signe pour la conjoncture. Maintenant, à vouloir repentifier la courbe, le grand risque, effectivement, c'est qu'elle soit rattrapée par une remontée intempestive des taux longs à un moment donné, totalement imprévisible en fonction de tout un tas de critères, remontée ou pas plus ou moins rapide du prix du pétrole, indicateurs économiques, les salaires, etc. Donc, oui, je pense que la Fed continue à rester dans une situation d'instabilité qui génère forcément de la volatilité à un moment donné sur les taux. Comment vous avez regardé cette séquence de Banque Centrale? Vous êtes stock picker, Sébastien. Non, mais est-ce que vous avez le sentiment que le marché, au regard des réactions et des réactions qu'il peut y avoir sur les titres que vous suivez, est-ce que le marché réagit toujours autant aux discours des banquiers centraux, aux petites phrases, aux annonces, aux décisions? Est-ce qu'on est toujours autant dépendant de ça? Ou est-ce que le marché a pris un peu de recul et prend conscience que c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie des marchés et qu'il y a autre chose? En fait, j'ai l'impression oui et non.
Alors clairement aux États-Unis, moi c'est mon interprétation, même si c'est pas forcément ma zone de prédilection, c'est que je pense que le problème de la Fed, c'est qu'elle regarde déjà trop les marchés. Ouais, et un peu la tête dans le et qu'en fait c'est en ça où je trouve que la BCE a été beaucoup critiquée depuis le début de l'année, où tous ceux qui sont félicités d'acheter des actifs en les rendant de plus en plus chers grâce à la BCE ont commencé à la critiquer pour la même raison, en disant que l'économie n'allait pas bien et que ça servait à rien. Je trouve que là par contre ça a été sain dans le discours de la BCE, c'était de dire on n'ira pas non plus loin. Ouais. Et là où c'est intelligent, je pense que c'est finalement, et c'est l'excès qu'il y avait eu sans doute sur les banques, où on en avait parlé, même si je suis pas spécialiste, je pense sur les banques il y a un sujet à long terme sur le PNL, mais que le sujet qu'on priçait sur le bilan, en fait, il était excessif. Là, en effet, où c'est plutôt rassurant, c'est que la BCE est peut-être en train de commencer à comprendre, ce que les hommes politiques en Europe n'ont toujours pas compris, c'est qu'à force de taper sur les banques, c'était un sujet pour l'économie, en fait. Et c'est ce dont on avait discuté la dernière fois que je suis venu sur votre plateau, c'est que au fur et à mesure qu'on rajoute des règles, des contraintes pour les banques, forcément, même si on leur donne des taux de l'autre côté, pour qu'elles prêtent de l'argent, elles peuvent moins faire leur métier. Donc c'est en ça où c'était plutôt positif. Après, ce que j'ai pu observer, mais c'est encore une période trop courte, donc il faudra du recul pour être sûr de ça, c'est que j'ai l'impression que les stocks réagissent un peu plus rationnellement post-publication de résultats. C'est-à-dire que l'année dernière, je voyais souvent une publication, par exemple, qui allait être bonne, le stock remontait de 8-10% parfois, et puis 3-4 jours après, sur des éléments un peu top-down, macro ou banque centrale, les shorts se remettaient dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses sont là aussi un peu en train de se normaliser, et peut-être qu'on va revenir un petit peu sur un monde de stock picker, parce qu'on c'est vrai que l'année dernière, par exemple, ma valeur ajoutée était pas très importante, puisqu'en effet, ça fonctionnait plutôt sur des raisonnements très généraliste, très banque centrale. Donc peut-être que dans un environnement où justement les gens n'y voient, sur l'approche top-down, n'y voient plus clair, on va peut-être revenir un peu aux fondamentaux, au cas par cas. Espérons-le, effectivement, ce serait plutôt une bonne nouvelle de devenir un peu moins dépendant peut-être du discours des banquiers centraux, qui restent très actifs, et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter, mais voilà, peut-être que le marché peut aussi se focaliser sur d'autres éléments, et notamment les résultats d'entreprise. On va vous retrouver dans un instant, on marque une pause, c'est bientôt la fin de séance en Europe. On vous apporte tous les derniers éléments concernant l'opération de police qui se déroule toujours dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles, dans un instant avec Aurélie Blonde, et puis juste après le fixing et la clôture des marchés en Europe. 17h30, le fixing à la Bourse de Paris. On aura la clôture finale du CAC 40 dans quelques minutes. On est en progression pour l'instant de 0,5%, 4465 points. On est toujours en plateau avec nos invités. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et par téléphone Jérôme Vinorier, que l'on retrouve, analyste technique. Jérôme, vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est une semaine neutre, légèrement négative à peine pour les actions européennes. On marque un petit peu le pas, et on a été pénalisé par un euro-dollar là qui est quand même remonté d'un cran. Oui, c'est vraiment l'élément à retenir de cette semaine, puisqu'on a vu les marchés actions américains poursuivre leur appréciation, enregistrer une 5e semaine de hausse consécutive, ça devrait être le cas à 22h, alors que l'Europe a fait l'objet de dégagements, puisqu'hier on a perdu jusqu'à 2% en séance avant de se reprendre, suite à justement la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. En revanche, c'est vrai, le constat, c'est également une semaine neutre, puisqu'on a consolidé sur les niveaux actuels pour le CAC 40 autour des 4450 points, et depuis la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et les propos de son président, on voit bien qu'on a du mal à prendre une direction, et ça montre en fait les limites, l'essoufflement de cette phase de reprise qui était engagée depuis les points bas de février, raison pour laquelle sous les 4100 points, mon sentiment c'est plutôt de se montrer prudent, puisque le risque d'une rechute au cours du deuxième trimestre est loin d'être écarté pour l'ensemble des marchés boursiers européens. Bon, et c'est un scénario que beaucoup d'investisseurs ont en tête, repasser à quelque chose de plus prudent après le rebond qu'on a enregistré depuis un peu plus d'un mois. On va voir ce qui se passe du côté de Wall Street, toujours en cours de séance. Sabrina, on vous retrouve du côté du Nasdaq, des indices américains qui ont quand même fortement rebondi cette semaine, il faut bien le dire, le dollar un peu plus faible, ça aide Wall Street. Oui, et ça continue aujourd'hui avec un gain de 0,6% sur l'indice Dow Jones. On prend un petit peu plus de 100 points.
On est à 17 584 points. Le S&P 500 grimpe de 0,4%. Le Nasdaq prend 0,5%, 4 798 points. Avec aujourd'hui, au menu, une statistique. On a eu des données concernant le moral des ménages, des chiffres préliminaires pour le mois de mars, légèrement inférieurs à ce qui a été enregistré sur le mois de février. Ce sont les financières essentiellement qui portent la tendance aujourd'hui, avec JP Morgan qui affiche une hausse de 2,3%. Goldman Sachs, c'est la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, plus 2,6%. American Express prend 1,6%. Dans l'actualité entreprise, on parle essentiellement d'hôtels avec Starwood qui décidément suscite les convoitises. Une offre d'un assureur chinois, plus de 13 milliards de dollars qui était acceptée donc par Starwood, plus 4,7% pour le titre. Rappelons quand même que Marriott avait déjà offert un petit peu plus de 12 milliards de dollars pour mettre la main sur Starwood. C'était en novembre. Marriott qui a donc 5 jours pour se manifester. Enfin, des résultats, vous avez Adobe qui prend 4,7% après les chiffres supérieurs aux attentes, et Tiffany plus 2,4% après là aussi des chiffres supérieurs aux attentes. Enfin, Apple avant sa keynote de lundi inchangé. Apple qui est actuellement à 105,75 $. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouvera juste avant 18h pour faire un nouveau point sur Wall Street. Véronique, un mot des devises, enfin la guerre des devises, on a beaucoup entendu dire après le discours de Mario Draghi la semaine dernière où il mettait un petit peu le holà sur la baisse des taux, et on sait que c'est l'outil de la guerre des monnaies pour les banques centrales. On se disait tiens, peut-être un peu de répit, peut-être enfin une phase de stabilité pour les devises. C'est toujours d'actualité ou il faut se méfier de cette affirmation là aujourd'hui? Non, je pense que ça reste à peu près d'actualité. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que quelque part la Fed revient dans la bataille, de facto. Et alors, je suis moins préoccupée sur l'euro-dollar, mais on voit bien que la situation japonaise commence à être très handicapée. Exactement. Et que le yen, l'appréciation du yen risque d'être fatale, on le sait bien, pour l'indice de la bourse japonaise à partir du moment où il n'y a pas grand-chose d'autre pour soutenir cet indice-là. Si donc, c'est que le Japon, est-ce que c'est important ou pas, Véronique? Je veux pas. Écoutez, si on était vraiment rassuré sur le fait qu'on entame une nouvelle jambe de hausse des marchés parce que tous les curseurs seraient au vert, etc., c'est pas mon opinion. J'ai l'impression qu'effectivement, grâce aux banques centrales, on gagne du temps. On s'écarte, et ça c'est pour moi fondamental, de cette trajectoire baissière et notamment de sa ressemblance avec le cycle de correction antérieur. Mais il y a rien fondamentalement pour justifier qu'on attende une embellie substantielle du marché. Donc pour moi, il y a toujours une fragilité. Je suis plutôt sur le qui-vive, en me disant oui, on a un peu de temps, il y a moins de stress, mais si dans cet environnement-là, il se passe des choses, même au Japon, alors ça peut gripper assez rapidement la dynamique. Le dollar yen, alors c'est vraiment perte de devise très regardée, qui était repassé sous les 111 yens pour un dollar. On est à 111 yens 50 pour un dollar cet après-midi, et les marchés européens qui clôturent dans le vert. Pour terminer une semaine qui aurait été légèrement négative dans son ensemble, le CAC 40 finalement gagne 0,4% ce soir, 4462 points. Les valeurs qui ont fait cette séance, on pense à Alstom en tête du CAC, plus 4% quasiment. On a l'aéronautique également. Alors c'est vrai que le dollar a repris un petit peu de vigueur après s'être très nettement affaibli cette semaine. Ça a profité à quelques valeurs dollars justement. Safran plus 3,5%, Airbus qui gagne quasiment 2%. Secteur bancaire qui a à peu près tenu le coup aujourd'hui, alors qu'il avait été pénalisé depuis plusieurs séances maintenant. Société Générale par exemple gagne 3%, et puis le luxe avec une note des analystes de Morgan Stanley positive sur le secteur et qui pousse notamment le titre Kering plus 2,26%. On a L'Oréal qui gagne 2,3%. On trouve LVMH qui fait un petit peu moins bien, plus 0,5%, et puis Richemont en Suisse qui gagne 1,25%. Voilà pour les gagnants du jour. À l'inverse, on notera JC Decaux qui n'aurait pas remporté le contrat du métro de Londres, c'est ce qu'affirmait ce matin le Financial Times. Le titre JC Decaux recule de 2%, et puis on a Orange, plus forte baisse du CAC, moins 2%, Technip qui recule d'1,8%, ou encore Sanofi, moins 1,3%. Voilà donc pour les données de marché après clôture. Le CAC 40 qui pour l'instant progresse de 0,44%, 4462 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance.
avec nos invités en plateau, Véronique Riche-Flores, économiste, RF Research, et Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis. Par téléphone, on est toujours avec Jérôme Binorier, analyste technique. Sébastien, vous parliez tout à l'heure de cette rotation qui a eu lieu dans le rebond. Alors attention, parce que ce qu'on appelle les value stocks reviennent de loin. Ça a été quand même des années difficiles, des trimestres difficiles. Là, il s'est passé quelque chose. Non, vous avez raison. Non, mais j'essaie de remettre dans le contexte. Non, mais vous avez totalement raison, parce que je suis un investisseur value. Après, j'aime pas la construction des indices value, parce qu'en général, on met que les value trap dedans. Mais c'est vrai qu'on a connu en fait une période record en termes d'années. Parce que je crois que c'est 3 ans de sous-performance de la gestion value par rapport au reste. Alors, ceux qui sont toujours dans ce genre de période, mais c'est vrai que là ça a duré plus longtemps que d'habitude. On vous dit à chaque fois que la gestion value est morte et que ça n'a plus de futur, blabla, etc. Mais bon, comme à chaque fois, il y a toujours des excès. Je pense que l'investisseur, il doit toujours se méfier des excès d'optimisme comme des excès de pessimisme. Pour moi, le rebond, il peut paraître important en pourcentage, mais après, il faut aussi se rappeler juste en termes de masse. Moi, c'est vrai que par exemple, je vous avais parlé d'Antofagasta. J'en ai acheté fin octobre. Alors, ça a été dur, j'ai souffert. C'est une minière, ça. C'est une minière de cuivre essentiellement basé au Chili. J'ai perdu pas mal d'argent, je les ai pas vendus, j'ai même un peu renforcé. Aujourd'hui, c'est ma meilleure position et en fait, par rapport à mes cours de mois d'octobre, je gagne de l'argent. Alors, en pourcentage, ça peut paraître beaucoup. Sauf qu'il faut aussi se mettre en tête que ça avait baissé depuis 5 ans. Et quand je regarde en 2016, l'EBITDA d'Antofagasta, il est 70% inférieur à celui du pic. Alors je dis pas qu'on va revenir au pic, c'est pas du tout ça. C'est pas un retour à la moyenne. En fait, pour moi, il y avait juste des excès dans les valorisations. Et qu'aujourd'hui, il peut manquer peut-être de catalyste momentum entre guillemets pour des investisseurs. En revanche, c'est compliqué de continuer à shorter. C'est comme sur ArcelorMittal où en effet, je pense les shorts sur ArcelorMittal valorisaient à la fois le problème du cycle, le problème de la société, mais aussi un vrai problème bilanciel. Quand vous faites une augmentation de capital au prix qu'ils font, vous pouvez plus avoir cet argument. Donc on a été trop loin, on se payait 0,4 fois les capitaux employés. Là encore, les choses se normalisent. Et ça veut dire que même dans l'hypothèse où le marché repartirait à la baisse, vous dites ces valeurs-là sont à des niveaux de massacre tels aujourd'hui que c'est pas forcément celle-là qu'on vendrait en premier. Ça non plus. D'accord. Par contre, c'est pas toujours corrélé, mais ça c'est compliqué pour mon cerveau, c'est les stratégies de hedge, etc. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai vendu ce que j'ai gagné en fait. Donc j'ai redépondéré. Donc par exemple, quand je prends l'exemple d'Antofagasta qui faisait 1,40, 1,50 du portefeuille, avec la hausse c'est devenu 2%. En fait, c'est redevenu. Vous l'avez remis à 1,50. En revanche, je m'intéresse à des idées qui sont indirectement liés à ça, mais qui n'en ont du coup pas encore profité parce que l'effet est entre guillemets un peu plus indirect. Donc j'ai acheté notamment en Espagne une valeur qui s'appelle Técnicas Reunidas, qui fait 1,3 milliard de capi boursière. C'est une société d'ingénierie sur des projets de raffinerie. Alors c'est un titre qui a fait pour la première fois de son histoire un profit warning récemment, sauf que la corrélation au pétrole elle est pas vraiment directe, c'est-à-dire que les projets sont retardés, mais vous avez toujours besoin dans certains pays de faire des projets de raffinerie. Et d'ailleurs, c'est un peu comme sur Technip, le carnet de record est carnet de commandes record justement, et ce matin ils ont signé un contrat alors qui va s'étaler dans le temps mais de 800 millions. Je vous ai rappelé que la capi c'était 1,3 milliard et qu'en plus ils ont du cash dans le bilan. Donc voilà, il y a eu des aberrations, c'est sur ce genre de titre aujourd'hui que je regarde, ou alors par exemple le secteur du luxe qui est un petit peu lié à ça finalement, en tout cas boursièrement, même si pour moi c'est quand même plus le consommateur chinois, mais je pense qu'en effet pour un investisseur value c'est rare d'aller sur ce secteur là, mais aujourd'hui j'ai un peu de Richemont, j'ai du Swatch toujours, j'ai du Burberry, c'est des titres qui normalement se payent pas à ces niveaux-là. Et donc si j'ai 3-4 ans devant moi, j'ai la chance de pouvoir les acheter pas cher en ce moment. La thématique, là, alors ces thématiques très stressées, est-ce qu'on peut se dire que le pire est passé? Tiens, par exemple, les émergents. Je regardais le MSCI Emerging Markets, il prend 20% depuis le point bas de janvier. Techniquement, c'est redevenu un bull market. Alors, ça, c'est anecdotique. C'est pour pour la vitrine, bien sûr, mais ces thématiques qui étaient particulièrement stressées, là, elles vont commencer à intéresser. Il faut commencer à s'y intéresser forcément, Véronique, ou est-ce que vous dites prudence? Je pense qu'il faut s'y intéresser forcément. Après, avec beaucoup de recul et beaucoup de précautions. D'abord parce qu'on part du principe, on a l'impression, que ça y est, la hausse du prix du pétrole est enclenchée. Alors bon, peut-être.
peut-être pas. Moi, on a eu des rebonds du pétrole depuis 18-24 mois dans un marché très baissier. C'est arrivé qu'on ait des rebonds de 25, 30, 40% comme ça, des phases de rebond fortes du pétrole. Et la difficulté, c'est, bon, on voit bien, il y a les problèmes d'offres, il y a les problèmes de demande, il y a effectivement pardon, là je perds mais il y a la problématique, bien évidemment, de ce que signifie une éventuelle remontée des prix du pétrole sur nos économies, en particulier l'inflation, mais ça veut dire le pouvoir d'achat. Prenez le cas européen. L'essentiel de l'amélioration du contexte conjoncturel était lié aux effets d'aubaine du prix du pétrole. Si on perd ça, et on va le perdre très rapidement, il suffit même pas que les prix remontent, d'ailleurs, il suffit qu'ils se stabilisent à leur niveau présent. Qu'est-ce qui va prendre le relais? Est-ce que véritablement à $42, les pays émergents, les pays exportateurs vont ressortir, vont pouvoir redevenir des zones de croissance, inverser la tendance de conjoncture? J'en suis pas sûre. J'ai plutôt l'impression qu'il faudrait que les prix remontent beaucoup plus pour redonner une vraie respiration au monde émergent. Donc on a toujours une économie mondiale qui me semble encore très fragile. On pourrait avoir un truc perdant-perdant, là, des niveaux de $40-45 le pétrole, pas suffisant pour les pays producteurs et qui deviendrait pénalisant, en tout cas moins confiscatoire pour le pouvoir d'achat. Effectivement. Enfin, si on s'arrête là, c'est pas bon. On le voit sur les consommateurs américains. On est en gros une tendance de gain de pouvoir d'achat qui aujourd'hui est supérieure à 3%. Si vous stabilisez le prix du pétrole à $42, dans 6 mois vous êtes en dessous de 2%. Et en Europe, bien évidemment, le choc est encore plus élevé parce que les gains de pouvoir d'achat sont pas à 3%. Donc voilà, c'est ça qui est gênant, qui incite à dire attention, on a beaucoup d'éléments qui sont intervenus pour redonner une bouffée d'oxygène au marché, peut-être permettre de stabiliser nos économies, mais enfin pour l'instant, tous les indicateurs avancés nous signalent plutôt un ralentissement supplémentaire à venir. Bon, je crois que vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'à $30, personne n'est content. À $20, on se dit alors là, personne sera encore plus content. Et puis, si on remonte à 50 ou 60, là aussi, on trouvera des raisons de ne pas être content. On n'est jamais content. Que va faire Janet Yellen au prochain comité? Bien sûr. Est-ce qu'on sera toujours sur 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année? Je pense qu'on était quand même beaucoup plus à risque quand on était à 30 ou en deçà. C'est un risque financier là derrière. Là où je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est parce que j'ai le biais marché et pas forcément économie. C'est que, en effet, le pétrole est peut-être un facteur important pour l'économie. En revanche, les résultats des entreprises, c'était plutôt l'euro finalement qui a plutôt expliqué l'amélioration des EPS. Donc là aussi, ça montre bien justement parfois qu'il faut regarder les deux, mais qu'il faut pas toujours faire un parallèle entre les deux. Et après, l'autre élément, moi je vois il y a quand même aussi pas mal d'entreprises qui répercutent pas tout sur le client. Bien sûr. Donc en Europe, on a quand même plus de taxes aussi qu'aux États-Unis, donc il y aura un effet, mais de là à ce qu'il y a un effet trop important, je pense justement si ça se normalise, on est plutôt bien pour tout le monde. Les patrons, les chefs d'entreprise aiment avoir un peu de stabilité, c'est surtout ça souvent. C'est rare. Jérôme Vinorier, on vous retrouve au téléphone, c'est vous qui allez voir le mot de la fin. Enfin, on va marquer une pause, mais sur quoi on repart là? Maintenant qu'on a eu cette phase de rebond, on a une première semaine là de consolidation. Est-ce qu'on est prudent désormais sur ces niveaux de marché? Et qu'est-ce qui va nous guider, puisque les banques centrales là sont désormais derrière nous pour la séquence du mois de mars en tout cas? Mais ça, c'est une question à laquelle il est difficile d'avoir une réponse, sachant que quand on a des phases de reprise, comme c'est le cas depuis un peu plus d'un mois maintenant, par rapport au point bas qui avait été marqué début février, c'est de savoir quels vont être ces facteurs déclencheurs qui vont signer la fin de la reprise et nous renvoyer vers des niveaux inférieurs, comme c'est en tout cas la lecture que je conserve en tout cas du point de vue graphique à moyen terme. Donc pour le moment, en fait, c'est davantage l'analyse graphique qui va servir de base pour savoir si cette lecture de moyen terme baissière reste d'actualité. Donc voilà, sous les 4600 points s'agissant du CAC 40, on reste dans une structure baissière. On a des moyennes mobiles qui sont en train de venir peser sur les cours. On a un gap baissier qui avait été ouvert au cours du mois de début janvier. On a également des niveaux de retracement. Donc voilà, un ensemble d'éléments techniques qui nous montrent que 4100 points, c'est un palier important sur le CAC 40, et si on venait à le franchir, ça traduirait probablement un retour tout simplement dans un marché plutôt de consolidation latérale, mais voilà, tant qu'on est sous ce seuil, il y a davantage de risques baissiers. Merci beaucoup Jérôme Vinorier, analyste technique. On va marquer une dernière pause et on retrouve nos invités du Club de la Bourse dans un instant. Je vous rappelle la clôture, plus 0,44% pour le CAC 40, 4462 points. BFM Business, Intégral Bourse,
Jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Allez, il nous reste 5 minutes avec nos invités, Véronique Riche-Flores, économiste RF Research, et Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis. Deux sujets. Alors, on va commencer, Véronique, Helicopter Money, donc la monnaie distribuée par hélicoptère. C'était un concept aussi qui était manié par Ben Bernanke aussi à l'époque. On sait qu'il a beaucoup travaillé, notamment sur les travaux, la gestion de la Grande Dépression, les travaux de Milton Friedman. Et c'est Peter Pratt qui en remet une couche dans la Repubblica ce matin, qui dit oui, bien sûr, toutes les banques centrales peuvent le faire, émettre de la monnaie et la distribuer aux citoyens. Idée intéressante, nous avait dit Mario Draghi lors de la réunion du 10 mars dernier. Exactement. Et au point où on en est, pourquoi pas finalement, plutôt que de passer par des circuits compliqués, les banques distribuent pas le crédit, allez hop. Bon, d'accord. Sur le fond, ça peut être séduisant. La réalité, c'est que d'abord, ça marcherait qu'une fois, qu'une fois pendant un certain temps. On peut imaginer finalement que si on prend les 20 milliards supplémentaires, par exemple, du quantitative easing, ça fait 59 € par mois pour chaque citoyen européen de la zone euro. C'est 4% d'augmentation, par exemple, par rapport à un salaire minimum français brut. Bon, voilà. Le problème, c'est, par exemple, imaginons comment on en sort. Comment on arrête? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bref. C'est la drogue encore plus dure que le QI, là. Je pense. Finalement, probablement. Et puis, in fine, ça apporte pas d'action sur le long terme. Donc, tout ceci devient complètement absurde, en réalité. Et l'absurdité vient d'où? Elle vient pas de la Banque centrale. La Banque centrale fait tout, sauf que les banques centrales sont, ou en l'occurrence la BCE, est seule aux commandes depuis trop d'années, donc a utilisé tous les moyens, y compris les plus inédits, et à un moment donné n'a plus rien d'autre que quelque chose d'encore plus inédit. Ce qui manque là-dedans, c'est effectivement le politique, la responsabilité, l'audace du politique, en particulier des politiques européens, pour dire, puisque la BCE est aussi large et prête à financer, à racheter des supras, elle nous souffle quelque part. Ça, c'est des organismes comme la Banque européenne d'investissement, qui sont censés financer les investissements européens. Donc ça veut dire que la BCE est prête à financer un plan d'investissement européen. Est-ce qu'on n'a pas de bonnes raisons aujourd'hui et tant de secteurs susceptibles de justifier un bon plan keynésien pour le coup, disons les choses comme elles sont, mais enfin on n'a pas grand-chose d'autre. Et on a le plan Juncker, oui, mais sauf que c'était ridiculement petit. Et donc là, frappons un grand coup, mais il faut que les politiques s'y mettent. La Banque centrale lui dit, voilà, j'ai tous les instruments, allez-y. On n'a pas de politique en face. Donc ça devient une situation extrêmement préoccupante parce que les banques centrales perdent leur chemise au bout du compte. Et on va taper sur les banques centrales alors qu'on n'a jamais eu une telle opportunité de financer non seulement la croissance immédiate, mais la croissance de long terme. À nous de transformer sans parler de la croissance durable, la COP21, tous les projets qu'on pourrait imaginer être de très beaux projets qui mettraient au devant de la scène l'Europe sur la scène internationale. Au lieu de ça, effectivement, on risque d'avoir des banques centrales qui s'enlisent et qui en arrivent à des propositions comme le Helicopter Money qui reste quand même plutôt, on va dire, c'est un peu comme la bombe atomique, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a jamais utilisé, on ne sait pas ce que ça donne, et bon. Oui, c'est la dérive extrême du système, quoi. C'est l'arme de dissuasion qu'on n'a jamais utilisée jusqu'à présent. Sébastien, vous rentrez d'Italie, félicitations. Vous avez rencontré des entreprises là-bas. Il y avait une conférence consacrée aux petites et moyennes entreprises italiennes. C'est quoi le message là? Alors, le message. La bonne nouvelle, il y avait moins de monde que l'année dernière. Et en fait, non, mais c'est un bon indicateur. Ça fait 8-9 ans, en fait, que j'y vais. Et en effet, quand il y a beaucoup de monde, et notamment les anglo-saxons, on est souvent loin, proche du cycle, justement, et les niveaux de valorisation sont assez élevés. Donc, en fait, ça, c'était plutôt l'élément rassurant. Après, c'était quand même marrant, parce que les sociétés de très bonne qualité, même dans les petites caps, par exemple, sociétés comme Mars, que moi, j'ai eu longtemps en portefeuille, qui est toujours de très bonne qualité, mais quand je regarde les multiples aujourd'hui, je me dis waouh, comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on est passé de 13 fois le PE à peu près 21 fois le PE, et la croissance d'IPS n'a pas été très forte. Et ça, c'est quoi? C'est juste merci les banques centrales. Et ça, en effet, il y a encore beaucoup d'appétit, parce que la plupart des investisseurs qui étaient là, je pense qu'ils ont tous voulu faire un meeting avec cette société. Après, voilà, on peut réussir quand même à trouver des petites pépites. Il y a toujours de tout dans les small caps, mais c'est l'avantage du stock picker. En fait, c'est très loin des discours des BCE, c'est très loin, et ça, heureusement pour moi, des discours des hommes politiques.
Et c'est très du terrain, donc j'ai rencontré une société que j'ai déjà en portefeuille, mais je suis plutôt rassuré aussi et plutôt même encore plus convaincu. Ça s'appelle EspritNet. C'est une petite capi aux alentours de 600 millions, 500 millions. C'est tout simplement en fait un distributeur de produits électroniques qui va vendre, qui va faire l'intermédiaire entre iPhone, dont d'ailleurs il a l'exclusivité en Italie, avec l'équivalent d'Arty en fait là-bas. Et en fait ça se passe plutôt bien. C'est pas lié forcément à l'économie, c'est vraiment propre à la société parce que c'est des marchés qui sont aujourd'hui en train de se concentrer. Ils sont présents en Italie et en Espagne. C'est des marchés où vous avez 3 acteurs qui ont à peu près 40% de part de marché. Les distributeurs veulent de plus en plus travailler avec des gens professionnels en quelque sorte, donc les petits acteurs locaux, régionaux commencent à souffrir, perdre des parts de marché. Et puis sur les 2 autres gros players en fait là-bas, vous avez 2 Américains, dont un qui vient de changer de main avec un management qui a sauté. Alors c'est 2 acteurs américains qui ont des bonnes parts de marché, mais qui gagnent pas d'argent depuis très longtemps en fait sur ces pays-là. Et donc je serais pas surpris que le marché se consolide. Alors peut-être que EspritNet ce sera une proie. Je pense qu'ils peuvent être aussi clairement un prédateur puisqu'ils ont du net cash dans le bilan que le marché valorise pas. Donc je serais pas surpris s'ils achètent aussi un autre acteur et ça se paye vraiment pas cher. EspritNet. Voilà. Comme ça se prononce. Et ben merci beaucoup à vous deux. On va juste faire un dernier détour par Wall Street, Sabrina, pour voir où est-ce qu'on en est avec vous depuis le Nasdaq. L'ambiance est toujours positive en cette fin de semaine. Toujours aussi bien, une hausse de 0,6% sur le Dow Jones. On prend un petit peu plus de 100 points sur l'indice à 17 585 points. Le S&P 500 grimpe de 0,4%. On est à 2049 points. Quant au Nasdaq, c'est un gain de 0,5%. 4800 points. On continue bien sûr de digérer les annonces des banques centrales, également les statistiques. On a eu tout à l'heure au menu aujourd'hui, en tout cas, des chiffres de confiance, des chiffres préliminaires sur le mois de mars, un petit peu moins que sur le mois de février. On a un pétrole qui continue de se distinguer avec toujours une progression et des valeurs financières qui sont sur le devant de la scène avec des belles progressions pour Goldman Sachs. C'est la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, plus 2,8%. Vous avez JP Morgan qui grimpe de 2,2%. Dans l'actualité entreprise, on parle beaucoup d'hôtels avec Starwood qui grimpe de 5% après avoir accepté l'offre d'un groupe d'assurance chinois, une offre à 13,2 milliards de dollars, largement supérieure à celle qui a été faite en novembre dernier par Marriott. Marriott qui a 5 jours pour se manifester. Le titre Marriott en progression de 2,1%. Quelques résultats. Tiffany, c'est mieux que prévu sur le trimestre écoulé. Le titre prend 2,1%. Adobe, c'est mieux que prévu sur le trimestre écoulé. Les prévisions sont également très encourageantes. Le titre prend 4,5%. Apple est en légère progression avant sa keynote de la semaine prochaine, plus 0,1%. Et puis on notera également Alphabet, Google, qui perd 0,4%. Google qui cherche à vendre ses robots, les robots de Boston Dynamics. C'est une société qui est bien connue pour ses vidéos qui ont pas mal circulé, montrant donc ces vidéos de robots utilisés essentiellement du côté des militaires, et donc que Google avait acquis en 2013. Le groupe se demande si commercialement ça va être profitable en tout cas. Il cherche à vendre donc cette division. Le titre Alphabet perd 0,4%. Voilà donc pour cette séance, c'est la hausse qui l'emporte de nouveau sur les marchés américains. On prend 0,6% un Dow Jones qui désormais est donc positif sur l'ensemble de 2016, de même que le S&P 500 2049 points, Grégoire. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous du côté de New York, la clôture à 21h. Merci à vous deux, Véronique Riche-Flores, Sébastien Lemonnier qui était avec nous ce soir. Bientôt 18h, vous avez rendez-vous avec Guillaume Paul et ses éditorialistes du vendredi soir. On se retrouve lundi à 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.